je vais introduire cette session que la FEMS m'a très gentiment proposé de coordonner. Pour commencer, je voudrais remercier la FEMS justement pour cette invitation pour une séance dédiée au musée et à la manière dont il travaille les sujets LGBTQI+. J'ajouterais d'ailleurs même probablement aussi la manière dont ces sujets travaillent les musées. Je voulais remercier particulièrement Céline Chanas pour sa sollicitation, ainsi que Pauline pour la coordination technique de cette session, et aussi Sébastien Magro pour les échanges très riches en amont du programme qui ont permis de nourrir la réflexion. Alors, si cette proposition m'a été faite, moi, directeur adjoint du Musée national de l'éducation, c'est probablement en raison de l'action menée depuis 2017 par le Musée national de l'éducation dans le cadre d'un projet global intitulé Éducation et LGBTI+, qui comprend 4 axes. Une collecte d'objets et documents qui doit représenter aujourd'hui près de 200 items venus compléter les collections, principalement sur les enjeux les plus contemporains, parce que faire patrimoine, c'est rendre visible. Un programme de médiation à destination de toutes et tous, visite grand public, ateliers jeunes publics, rencontres avec des témoins et le monde de la recherche, notamment le 17 mai ou vendredi dernier autour de la marche des fiertés rouennaises. Une exposition itinérante intitulée Éducation LGBTI+, un peu d'histoire pour lutter contre les discriminations, destinée principalement aux établissements scolaires. Et enfin, un programme de formation vers les enseignants lié au rattachement particulier du musée à Réseau Canopé, opérateur du ministère de l'Éducation nationale en charge de la formation des enseignants. Alors, toutes ces réalisations ont été menées dans le cadre d'un travail partenarial avec le monde associatif et les acteurs, actrices concernés, réunis au sein d'un comité de pilotage où se retrouvent et se croisent, entre autres, le centre LGBTQI de Rouen, la Fondation Le Refuge, des enseignants, des personnels d'inspection, etc. Cette dimension fondamentale a nourri le musée, mais l'a aussi bousculé. Mais en faisant entrer la voix des communautés concernées, LGBTQI+, et communautés éducatives, elle a également garanti le succès du projet. Il reste bien évidemment encore beaucoup à faire, je pense par exemple en termes de description et d'indexation des collections. Alors, en 2017, lorsque le MUNAE a entamé ce travail, les initiatives des musées français étaient encore bien rares, pour ne pas dire inexistantes. Aujourd'hui, la situation semble avoir évolué de manière positive et les actions se multiplient, qu'il s'agisse de temps de médiation, d'exposition temporaire. Vous avez probablement vu l'exposition Over the Rainbow présentée à Beaubourg en 2023 ou sur un segment du sujet VIH-Sida, l'épidémie n'est pas terminée au MUCEM en 2022. Je pense aussi à des journées d'études comme celle organisée en avril 2024, intitulée Troubles dans le patrimoine, héritage, LGBTQIA+, et narration queer. Quel rôle pour les institutions patrimoniales, organisée par l'Association des élèves conservateurs et conservatrices de l'INP. Pour autant, les initiatives restent peu nombreuses et croisent peut-être plus volontiers les musées de beaux-arts que ceux de société. Notre sujet du jour est pourtant, on le sait, très étroitement lié aux évolutions de notre société. L'objectif de cette session est donc de découvrir des expériences réalisées et par ce biais de nous outiller mutuellement pour aborder ou approfondir, en fonction des situations, les questions LGBTQI+, dans nos établissements. Qui sont les interlocuteurs, interlocutrices? Comment situer le musée comme institution auprès des partenaires? Comment travailler sur le sujet sur un territoire? Comment enrichir les collections? Quels éléments de programmation envisager? Enfin, autant de sujets, et la liste n'est pas exhaustive, qui vont être abordés ce matin, et autant de questions que peut-être probablement vous vous posez. Alors, pour aborder ces questions et ouvrir des perspectives, je remercie les intervenants du jour, que je vais présenter tout de suite. Renaud Chantraine, qui est anthropologue, postdoctorant à l'Institut des sciences sociales du politique et à l'ENS Saclay. Renaud travaille depuis plusieurs années sur les enjeux d'archives LGBTQI et de mémoire de la lutte contre le VIH-Sida. Il interviendra notamment dans le cadre d'un panorama international des musées LGBTQI+. Mireille Jacotin et Élise Van Ries-de-Beck. Mireille est conservatrice en chef et responsable du pôle vie publique au MUCEM. Élise est conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires au MUCEM également. Et elles présenteront une acquisition assez remarquable du MUCEM récente qui concerne le fonds du bar lesbien du 3G. Katia Koukavka, qui est directrice adjointe du musée d'Aquitaine à Bordeaux, en charge des collections et de la mémoire, qui interviendra sur faire du musée un lieu sûr, en présentant l'expérience du musée d'Aquitaine. Et pour terminer, Isabelle Santis, du collectif Queer Code. Isabelle est ingénieure en projet culturel,
après un double cursus en histoire et en médiation culturelle, et elle travaille notamment à favoriser les interactions entre institutions culturelles et communautés LGBTQIA+. Je n'irai pas plus loin dans cette introduction. On fera peut-être on fera certainement la session de questions et réponses après la dernière intervention, afin de ne pas trop glisser dans le temps. Mais n'hésitez pas à, comme le disait Pauline, poser les questions directement dans la conversation, afin que nous puissions les prendre au fur et à mesure. Voilà. Je coupe mon micro et je passe la parole à Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie tout d'abord Nicolas pour le travail exemplaire de coordination de cette séance, à laquelle je suis très heureux de participer. J'en profite pour le remercier également pour l'action qu'il mène avec ses équipes depuis 2017, donc au Musée national de l'éducation, action pour laquelle nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Je remercie également Pauline pour son accompagnement et la FEMS pour l'organisation de cette rencontre. Donc, lorsque Nicolas m'a proposé cette intervention, j'ai pas de PowerPoint, je vous préviens. Donc, j'ai souhaité me replonger dans une expérience qui a été déterminante dans mon parcours de recherche et mes propres questionnements. Donc, ça correspond à. Alors, on voit flou. Bon, c'est pas grave. Je vais pas y arriver. Donc, en 2020, la revue Muséum international de l'ICOM me propose de coordonner avec le muséologue brésilien Bruno Brulon Soares un numéro spécial consacré au musée LGBTQI. Donc moi, je venais d'un parcours de recherche en muséologie à l'école du Louvre et je travaillais dans le cadre de ma thèse en anthropologie sur les processus de patrimonialisation liés à ces communautés. Et j'étais aussi impliqué dans des collectifs à Marseille et à Paris qui visaient à préserver et à transmettre ces mémoires en dehors des institutions patrimoniales classiques. Donc, ce qui ressortait déjà à l'époque, en fait, et ça pourra faire l'objet d'une discussion, c'est l'intérêt et l'ouverture qu'apportaient dans ce paysage les principes formulés par le courant de la nouvelle muséologie, sur lesquels fonctionnent encore aujourd'hui les écomusées, ou au moins en partie. Donc, j'étais aussi connecté à des réseaux internationaux comme le réseau Queering the Collections qui a été créé aux Pays-Bas en 2015. Et enfin, j'avais participé, et c'est là que j'ai rencontré Isabelle, à Londres et à Berlin, à deux grands congrès qui rassemblaient donc des professionnels du patrimoine, des chercheurs et des chercheuses et des activistes impliqués du monde entier. Donc ça, c'est un congrès qui s'appelle l'ALMS LGBTQI. Donc ALMS, ça renvoie à l'acronyme traduit en français de Archives, Bibliothèques, Musées et Collections spéciales LGBTQI. Donc tout ça pour me situer. Donc j'en viens donc à ce numéro qui est en fait un double numéro spécial qui est paru donc en 2020. L'introduction, elle est très facilement accessible en ligne, en anglais. Je vous renvoie à ce texte que je vais maintenant essayer de synthétiser et je vais un peu marteler en fait les idées forces, on va dire, de cette introduction. Donc, je peux vous communiquer l'ensemble des chapitres en PDF qui sont plus difficiles à obtenir quand on n'est pas membre de l'ICOM. Donc, les articles rassemblés montrent en fait des situations extrêmement diverses. C'est aussi, alors je ne sais pas si le document a été transmis en avant ou s'il sera transmis à l'issue de la séance, mais j'ai aussi fait une espèce de une petite sélection internationale en fait sur les musées LGBTQI. Donc des situations extrêmement diverses, donc Brésil, Afrique du Sud, Suède, Allemagne, États-Unis, Colombie ou encore Asie du Sud-Est. Donc cette diversité, elle révèle que les musées LGBTQI ne constituent pas un modèle unique exportable partout. C'est un peu évident. Ils se développent dans des contextes politiques, juridiques et culturels très différents. Dans certains pays, ils bénéficient de soutien public, dans d'autres, ils doivent composer avec des contextes parfois hostiles et des formes de répression. Pourtant, partout, ils répondent à une même aspiration, rendre visibles des histoires marginalisées et créer des espaces de reconnaissance. Donc l'objectif du numéro partagé avec Bruno, c'était donc non seulement de documenter l'émergence relativement récente d'organismes consacrés aux histoires et aux cultures LGBTQI à travers le monde, mais on souhaitait aussi comprendre finalement ce que ces expériences nous apprennent sur l'idée
et les transformations du musée d'aujourd'hui et de demain. L'essentiel de ces initiatives, d'un point de vue un peu historique, apparaissent dans les années 1980 et 90 dans le contexte des mouvements de libération homosexuelle, des luttes contre le VIH-Sida et de l'affirmation de nouvelles politiques de reconnaissance. Donc cette correspondance un peu historique indique un lien en fait entre le combat pour la visibilité et la représentation de ces minorités et le soin apporté à la mémoire et à sa transmission. Deuxième point important, c'est le questionnement produit sur le dispositif du musée en lui-même. Donc historiquement, les musées ont participé à la production et à la légitimation de normes sociales, notamment en matière de genre, de sexualité ou de famille. Donc pendant longtemps, les institutions patrimoniales, que sont les musées, ont raconté des histoires nationales, familiales, et ou culturelle fondée sur l'hétérosexualité et la binarité de genre comme évidence. Les personnes LGBTQIA+, n'étaient pas seulement absentes des collections, leur expérience était souvent rendue impensable par les catégories mêmes utilisées par ces musées pour classer, décrire et interpréter le monde. C'est dans ce contexte un peu théorique que nous avons proposé la notion de musée-placard, donc closet museum. Donc c'est la métaphore du placard qui est une métaphore qui est centrale dans les études queer. Le placard, c'est pas seulement un espace de dissimulation, là où on range des choses derrière des portes, ça constitue aussi un dispositif social qui organise ce qui peut être vu et ce qui doit rester invisible. Et d'une certaine manière, en fait, les musées ont longtemps fonctionné selon une logique qui est comparable. Ils ont sélectionné certains récits, certains objets, certaines expériences comme dignes d'être conservés et exposés, tandis que d'autres étaient maintenus en dehors du champ du patrimoine. Le musée apparaît alors non seulement comme un lieu de mémoire, mais aussi comme une institution qui participe à définir donc des frontières, celles du visible et celles du dissible. Donc, face à cette invisibilisation, en l'occurrence, c'est face à cette invisibilisation que de nombreuses initiatives communautaires ont émergé dans le monde. Les musées, archives et centres de mémoire LGBTQIA+, ne cherchent pas seulement à ajouter de nouveaux contenus à des récits préexistants, mais ils ont finalement le pouvoir d'inventer d'autres manières de transmettre l'histoire. Ainsi, les initiatives les plus stimulantes sont aussi celles qui conduisent les musées à questionner leurs catégories de classement, leurs pratiques de collecte, leurs modes de gouvernance et leurs relations avec les publics concernés. Autrement dit, les musées LGBTQI ne sont pas simplement des musées qui parlent de personnes LGBTQI, mais ils constituent des espaces où s'inventent d'autres manières de faire musée. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les musées LGBTQI intéressent aujourd'hui bien au-delà des seules communautés concernées. Ils apparaissent comme des laboratoires de réflexion sur le rôle social du musée, sur la justice mémorielle et sur la démocratisation du patrimoine. Donc, je vais revenir sur une des caractéristiques un peu évidentes de ces institutions, qui est donc leur lien étroit avec les communautés concernées. Donc, beaucoup de ces musées LGBTQI sont nés d'initiatives militantes ou associatives, et j'y reviendrai. Donc, ça produit en fait en particulier des formes originales de collecte, enfin de constitution des collections. Les objets conservés ne sont pas nécessairement exceptionnels ou prestigieux. Il peut s'agir de tracts, de photographies privées, de vêtements, de correspondances, de témoignages oraux, de pancartes, de manifestations ou d'archives associatives. C'est-à-dire, autrement dit, toutes choses qu'on peut aussi retrouver dans certains musées de société. Ce qui leur donne leur valeur patrimoniale, c'est pas leur rareté, mais c'est leur capacité à documenter des expériences qui sont, donc, je l'ai dit, souvent absentes des récits officiels. Dans l'introduction, nous insistons également sur une notion qui nous semble particulièrement féconde, en fait, qui est celle de héritage horizontal, horizontal heritage ou d'histoire horizontale. Les mécanismes classiques de transmission du patrimoine reposent généralement sur des formes verticales de filiation que sont la famille, l'État, les institutions. Or, dans de nombreuses trajectoires LGBTQI, ces formes de transmission ont été fragilisées ou interrompues.
Les individus ont souvent dû construire d'autres réseaux d'appartenance, d'autres familles, d'autres communautés de mémoire. Les patrimoines LGBTQI ou les matrimoines LGBTQI, il faut trouver un terme qui corresponde en tout cas, reposent donc largement sur des transmissions entre pairs, hein, pas les pairs, mais PAIRS, entre générations militantes, entre amis ou amants, amantes, entre membres d'une même communauté. Cette circulation horizontale des savoirs, des récits et des objets constitue une caractéristique majeure des pratiques mémorielles LGBTQI, fondées donc sur des réseaux d'amitié, des solidarités militantes, des histoires affectives ou des expériences vécues. Le Museum of Transology au Royaume-Uni ou les archives d'Amoka en Grèce illustre particulièrement cette logique de collecte participative, presque organique en fait, où les communautés deviennent productrices ou coproductrices du matrimoine. Enfin, les expériences présentées dans ce numéro montrent que les musées LGBTQI sont aussi des espaces de résistance. Donc, dans de nombreux contextes politiques, parfois hostiles, je pense par exemple à la Turquie en ce moment, ils constituent des lieux de protection, de reconnaissance et de construction collective de la mémoire. Ils démontrent que le musée peut être autre chose qu'un conservatoire du passé, mais aussi un outil d'émancipation, de débat social et de transformation culturelle. Donc, je vais terminer en vous présentant rapidement donc, ce petit document de synthèse que j'ai proposé pour accompagner mon intervention. C'est une sélection de projets qui permet de mesurer en fait la diversité des formes qui sont aujourd'hui prises par les initiatives muséales LGBTQI à travers le monde. Donc, si leurs contextes historiques, politiques et culturels sont très différents, je l'ai dit, ces expériences partagent plusieurs caractéristiques donc, qui peuvent intéresser tout particulièrement les écomusées et les musées de société. Tout d'abord, donc je l'ai dit aussi, mais je le rappelle, hein, je le martèle, ces musées naissent presque toujours d'un constat d'absence. Donc, qu'il s'agisse du Schulles Museum à Berlin, de la GLBT Historical Society à San Francisco, du Queer Museum à Varsovie ou du Museo Q en Colombie, leurs fondatrices ont cherché à répondre à l'effacement des histoires LGBTQI dans les institutions patrimoniales traditionnelles. Le musée apparaît ainsi comme un outil, donc je l'ai aussi dit, de reconnaissance sociale, autant que comme un lieu de conservation de la mémoire. Ces expériences, elles témoignent d'un élargissement finalement de la notion même de musée. Il y a certains projets qui disposent de bâtiments et de collections permanentes, comme Queer Britain ou le musée de la diversité sexuelle à Sao Paulo. Il y a d'autres initiatives qui prennent la forme de réseaux, d'archives, de plateformes numériques ou du projet itinérant, à l'image du Straight Museum en Suède ou du Museo Q, donc de Colombie. Cette diversité rappelle que le musée peut autant être un lieu qu'un processus, ou l'inverse. Enfin, ces institutions se caractérisent par une forte articulation entre mémoire, action culturelle et engagement social. Donc, beaucoup de ces initiatives sont nées dans le prolongement de mouvements militants et continuent à jouer un rôle très actif en fait dans les débats contemporains autour des droits, de la lutte contre les discriminations ou de la transmission intergénérationnelle. Et donc, ces initiatives, peut-être pour conclure, constituent donc des espaces de rencontre, de soutien et de production de savoir, autant que des espaces d'exposition. Et donc, voilà, c'était les quelques éléments de réflexion et de synthèse que je vous propose pour lancer les discussions à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud. Je pense que ça va susciter plein de remarques et de questions. Pour préciser ce que nous disait Renaud, un document de synthèse présentant les différentes expériences que tu as produit, Renaud, sera accessible aux côtés de la captation sur le site de la FEMS, donc très bientôt, détaillant un certain nombre d'initiatives et de musées que tu as évoqués à l'instant. Je vous propose de passer à la présentation suivante. Donc le MUSEM pour incarner, avec un cas français, la réflexion initiée à l'instant. Je passe la parole, Mireille et Élise. Bonjour, voilà, c'est bon, le micro est mis. Très volontiers, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation ce matin
participer à ce temps sur ces questions de visibilité et de représentativité du monde LGBTQIA+. Alors, dans le cadre du très important travail d'enquête mené au MUSEM sur le sida par Françoise Lux et Stéphane Abriol, à l'époque où le CNRS était présent au sein du MNATP, par le biais d'une unité mixte de recherche, et puis pendant la période de préfiguration du MUSEM, les collections de notre musée avaient déjà eu l'occasion de s'enrichir de documents témoignant du fait lesbien, avec quelques imprimés et de plus rares objets mobiliers. À l'occasion de l'enquête collecte menée sur la thématique des mariages en Europe et en Méditerranée, à partir de 2005, ont été collectés des objets comme ces petites figurines. Alors, je ne sais pas si la diapositive se change ou pas. Non? Non. Sinon, on va faire autre chose. Hop. Hop. Merci. Voilà. Oui, ça avait marché. Voilà. Comme ces petites figurines conçues en France comme des porte-menus. Alors, on ne voit plus le PowerPoint. Ouais. C'est parce que j'ai fait... Hop. Mais j'ai peur que si je partage l'écran, ouais, j'arrive plus à bouger les diapositives. Donc, il faut que... Eh bien, je peux partager mon écran pour partager votre diaporama. Ouais, d'accord. Parce que là, sinon, on ne peut pas le bouger. Ça marche. Simplement, vous m'indiquez quand on passe à la prochaine. Ok. Ouais. Voilà. Ah bah c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, sur cette slide, vous voyez justement ces petites figurines qui étaient conçues en France comme des porte-menus pour les repas des premiers mariages. Lors des premiers Pax, vous voyez ce petit anneau au-dessus de la tête de la jeune femme à droite qui sert à caler le menu du repas de fête. Les photographies d'un mariage lesbien prises aux Pays-Bas avant l'évolution de la législation en France sur ce sujet, sont arrivées en collection en 2013. Même si on peut noter une surreprésentation des cultures gays, le mouvement lesbien est néanmoins représenté dans nos fonds constitutifs par le biais de campagnes d'acquisition actives menées dans les années 1990. Je tenais d'ailleurs à partager avec vous, et ça on peut passer à la slide suivante, quelques images issues de nos archives photographiques et plus particulièrement du fonds de Tom Craig, qui est un photographe militant né dans le New Jersey et installé à Paris depuis les années 1980. Il a notamment travaillé avec ACT UP Paris et a couvert de nombreuses manifestations en faveur de la défense des droits. En 2013, Tom Craig a décidé de confier plus de 2200 clichés au MUSEM. Ce fonds nous permet de témoigner ici des manifestations lesbiennes à Paris à partir de 1982 et d'autres manifestations plus proches de nous qui intègrent la notion de parentalité homosexuelle, en particulier pour les couples lesbiens. Lors de la présentation de l'exposition au Bazar du genre au MUSEM à l'été 2013 et qui présentait une partie du travail mené dans le cadre de l'enquête collecte ayant porté sur le mariage, l'équipe scientifique de la période de préfiguration du MUSEM avait été approchée par Sylvie Gomme, l'une des fondatrices du Bar des 3G, mais aucune proposition de don n'avait été formulée à l'époque. Puis, lors de la programmation de l'exposition conçue par Florent Moll et Caroline Chenu, intitulée VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, en 2021, vous en voyez l'affiche derrière moi, nos interlocutrices du Bar des 3G nous ont clairement reproché, gentiment, de ne pas évoquer les communautés lesbiennes, alors que la communauté gay y était, encore une fois, très largement surreprésentée. Tout ceci pour vous rappeler que les liens et l'intérêt réciproque entre le MUSEM et le Bar des 3G sont assez anciens. Et si jusqu'alors le MUSEM avait peu valorisé les cultures lesbiennes, ce n'était pas tant dans la mesure où les fonds ou les sujets de programmation faisaient défaut, c'était davantage, je crois, en raison d'un biais et d'une posture intellectuelle qui n'avait pas suffisamment intégré cette réalité politique, culturelle et sociale dans nos usages professionnels. Et c'est ainsi que le MUSEM a donc été tout légitimement sollicité par les fondatrices du Bar des 3G lorsque celui-ci préparait sa fermeture en octobre 2024. Lorsque j'ai présenté les éléments mobiliers et archives du Bar des 3G à la commission des acquisitions au MUSEM en avril 2025, en interne, nous étions tous convaincus de l'intérêt de cet ensemble pour le MUSEM, le contexte politique et social était suffisamment favorable. En effet, nous avons privilégié un axe politique en considérant que le lesbianisme, qui commence à être pensé comme un mouvement politique en Europe,
notamment en Espagne à partir du début du XXe siècle et vraiment pendant la guerre de 1914, était un mouvement surtout visible en contexte urbain, en lien avec les parutions de revues qui sont également féministes et qui mettent surtout en critique les structures patriarcales des sociétés traditionnelles. Je souhaiterais également citer parmi les revues du début du XXe siècle le titre allemand Die Freundin, premier magazine lesbien au monde, publié par les éditions de Friedrich Rachsweit à Berlin. Et c'est quelqu'un d'important qui a réorganisé la Ligue des droits humains, le Bund für Menschenrecht, entre 1923 et jusqu'en 1933. On y trouve des articles d'actualité, des fictions aussi, rédigés par ses lectrices, mais aussi des contributions de grandes figures lesbiennes comme Zélie Engler et Lotte Ram. En 2024, la société française commence à percevoir cette identité lesbienne de manière plus banale dans l'espace public, avec des sportifs et des personnalités du monde de la culture et de la politique qui affirment nettement cette identité. J'insiste juste sur ce point pour rappeler que lors de ma présentation au comité des acquisitions internes du MUCEM début 2025, Lucie Castets avait déjà figuré les mois précédents comme une des personnalités pressenties par la gauche pour être désignée comme chef de gouvernement. Les années 1990 furent celles de la reconnaissance pour les droits des couples gays et lesbiens, dans le sens où cette reconnaissance s'affirmait en marge de la diffusion de l'épidémie du sida dans le monde et avec le développement des Gay Pride. L'égalité de droit pour les couples gays et lesbiens avec le PACS sous le gouvernement Jospin en 1999, je cite article 515.1 du Code civil, puis le mariage pour tous en 2013, constitue une avancée considérable permettant de faire couple et de faire famille sans obéir à l'injonction normative d'hétérosexualité. L'État en France reconnaît ainsi depuis 1999 la possibilité pour un couple, quel qu'il soit, et même le droit et devoir en ce qui concerne les droits sociaux, patrimoine, fiscalité et logement, ce qui permet d'organiser la vie de tous les jours comme tout le monde. En termes d'image populaire, c'est probablement la parution en mars 1999, en une de Paris Match, d'Amélie Mauresmo, championne de tennis de sa compagne, qui coïncide avec une véritable libération de la parole et de l'identité sexuelle lesbienne qui peut désormais se revendiquer pleinement dans la sphère publique. À son ouverture, au milieu des années 1990, le bar des 3G s'est intitulé ainsi, en référence d'une part au café des deux garçons à Aix-en-Provence, les 2G, mais aussi en référence aux 3 garces ou aux 3 Gwyn qui correspondent au nombre des membres du collectif qui ont présidé à sa création. Et comme les 3 mousquetaires, évidemment, elles étaient plutôt 4, à savoir Laurence Chanfrault, artiste et militante de la cause LGBT et disparue en 2012. C'est une personnalité très importante pour la revendication féministe et lesbienne. Elle a présidé l'association ACT UP Marseille entre 1992 et 1995 et aujourd'hui une passerelle porte son nom à Marseille depuis avril 2025. Et les 3 amis de Laurence Chanfrault, Dominique L'Enfant, Agnès Royon-Lemay et Sylvie Gomme. Je souhaite insister ici pour rappeler qu'un café ou un bar constitue un espace politique par excellence. Et comme nous avons par exemple dans le Midi de la France des cercles qui se réunissent dans certains cafés selon les orientations politiques et sociales propres, vous pouvez avoir par exemple dans le même village 2 cafés, l'un communiste et l'autre libéral, et en tant que client, vous pouvez choisir de fréquenter celui qui vous correspond le mieux, ou bien celui qui délivre les cartes de pêche, le PMU, les adhésions au club de sport, ou qui fait le loto. Ces questions d'histoire sociale ont fait l'objet de travaux spécifiques pour les cafés du Var, notamment. La fréquentation d'un bar correspond à des sociabilités choisies, qui peuvent être parfois excluantes, et dans d'autres cas, plus largement hospitalières, comme pour le bar des 3G. Ce bar associatif était géré par des bénévoles qui avaient un métier par ailleurs, ainsi qu'une vie de famille. Il a bénéficié d'un bail pendant une trentaine d'années et dont le niveau de loyer, beaucoup trop exigeant en 2024, a conduit l'association à prendre la décision de fermeture et de donner au MUCEM des éléments mobiliers associés aux activités nombreuses et de nature très variée qui s'y sont tenues. Nous y reviendrons plus précisément tout à l'heure, mais ces éléments mobiliers du bar des 3G, et on peut passer à la slide suivante, ainsi que les objets de militance et les archives permettent de contextualiser et de faire l'histoire de ce bar lesbien de Marseille. On pourrait citer en contrepoint de ce bar lesbien sur le territoire marseillais le bar gay de Marseille, comme le Flamingo, qui avait également fermé ses portes un peu plus tôt et qui est également représentatif de la génération de militants homosexuels des années 1990-2020.
Et je passe la parole à Élise. Merci Mireille. Alors, l'acquisition d'objets et d'archives du bar lesbien des 3G complète parfaitement les collections qui étaient déjà conservées par le MUCEM concernant les enjeux LGBTQIA+, et comble même un manque, puisque dans les fonds déjà inscrits à l'inventaire, une infime partie seulement concernait l'histoire et la culture lesbienne par rapport à l'histoire gay qui elle-même était plutôt prise sous l'angle de la lutte contre le VIH-Sida. Et de façon générale, dans les collections publiques françaises, les lesbiennes, en tant que communauté et non comme individus connus pour d'autres activités, sont vraiment très très peu représentées. Et il était donc légitime que le MUCEM documente et conserve ces témoignages du matrimoine lesbien, à la fois en tant que musée national et comme grand département pour les questions d'ethnologie et musée de société. Et le bar lesbien des 3G, il est évidemment ancré dans un territoire particulier qui est la ville de Marseille, mais il est tout à fait représentatif aussi de l'histoire des lieux de sociabilité lesbiens en France, à la fois par ses activités, mais aussi compte tenu des circonstances de sa fermeture en octobre 2024, après 28 ans d'existence, ce qui est une durée particulièrement importante pour une structure associative de ce type. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante pour que je vous explique que les bars lesbiens ne sont pas une nouveauté émergente dans les années 1990. Il existait des bars lesbiens à Paris dès la fin du 19e siècle, et donc que ce soit le Palmiers Bar ou le fameux cabaret du Monocle, qui était situé à Montparnasse, photographié ici par Brassailles dans les années 30. Et du coup, le bar des 3G s'ancre vraiment dans un héritage qui est quasi centenaire de lieux de rencontre et de sociabilité pour femmes à une époque où les applications de rencontre n'existaient pas. Et évidemment, les bars ou les petites annonces dans Lesbia Magazine étaient les principaux lieux de rencontre entre femmes. On peut passer à la slide suivante. Parce que le bar des 3G, c'est un lieu qui est festif, mais aussi un lieu central pour la vie militante et politique lesbienne, et notamment à ses débuts, à sa fondation en 1996, dans le cadre de la lutte contre le sida. Mireille l'a rappelé, les fondatrices avaient des liens particulièrement forts avec ACT UP Marseille et organisaient notamment des soirées avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui sont des figures iconiques et majeures de la lutte contre le VIH-Sida, et dont d'ailleurs le MUCEM conserve des tenues, accessoires et objets. Renaud en parlerait évidemment bien mieux que moi à ce sujet. Et on peut dire d'ailleurs que les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence avaient été invitées à engager des médiations spécifiques au MUCEM lors de l'exposition VIH-Sida en 2021. Donc, il y a quand même un croisement entre les différents fonds qui étaient déjà conservés par le MUCEM, ce qui justifiait aussi l'entrée de ce fonds spécifique pour compléter les collections. Et donc, il y avait cette lutte contre le VIH-Sida qui était particulièrement importante dans les activités des 3G, mais évidemment, les fondatrices et les adhérentes de cette association ont été particulièrement investies dans les combats féministes ou en faveur de l'égalité des droits, que ce soit en faveur du PAX en 1999 ou en faveur du mariage pour tous et de la PMA pour toutes en 2013. Et l'histoire des 3G, elle est également, notamment en raison des circonstances de sa fermeture, particulièrement représentative de la destinée de bon nombre de lieux de sociabilité lesbiens qui sont des structures économiques particulièrement vulnérables, avec une clientèle féminine qui est donc souvent plus financièrement modeste qu'une clientèle masculine, par exemple, pour citer les bars gays qui survivent peut-être un peu mieux, mais même si ça ne veut pas dire que les bars et lieux de sociabilité gays ne sont pas également touchés par ces phénomènes de fermeture ces dernières années. En tout cas, c'est vraiment une tendance qui s'ancre depuis de nombreuses années sur la fermeture régulière de lieux de sociabilité communautaire, depuis la fermeture de la célèbre boîte de nuit Le Pulp à Paris en 2007, ce qui a été vraiment particulièrement emblématique de ce phénomène, mais qui ne touche pas que la France, puisqu'on peut signaler par exemple le Lesbian Bar Project,
qui a été lancé en 2020 pour documenter les derniers bars lesbiens des États-Unis qui sont tout aussi menacés qu'en Europe. Alors, il y a également une autre raison qui permet d'expliquer la fermeture de ce bar, qui est la question de la fracture générationnelle entre des adhérentes et une clientèle historique et une jeune génération de lesbiennes qui se revendiquent comme queer, beaucoup plus politisées et très investies dans les luttes intersectionnelles et qui, du coup, investissent de nouveaux symboles et de nouvelles formes de lutte. Je voudrais juste présenter à la slide suivante des symboles qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans le fond des 3G que Mireille va expliquer un peu après, qui sont les deux drapeaux des fiertés qu'on trouve très, très souvent ces dernières années dans les marches des fiertés lesbiennes ou dans les marches des fiertés, qui sont des symboles majoritairement adoptés et antérieurs à la fermeture des 3G et qui n'ont pas été réadoptés par le bar des 3G. Donc, il y a aussi cette question de l'évolution des luttes queer, dont les 3G sont vraiment emblématiques de la façon dont on milite dans les années 90 jusqu'aux années 2020, mais il faudrait aussi qu'en tant que musée de société, nous documentions ces militances queer et leur évolution récente. Je repasse la parole à Mireille. Voilà, moi pour la slide prochaine. Oui, on passe à la slide suivante. Alors, moi, je vais vous parler à présent des objets mobiliers qui ont été acquis en 2025 pour les collections du MUSEM. Alors, d'abord, le baby-foot, c'est l'objet central du bar de marque Bonzini, qui était au centre de la sociabilité du lieu, effectivement, et qui a fait l'objet d'une customisation radicale fin 2000, début 2001, puisque chaque figurine du jeu a été transformée avec une pâte durcissante qui permettait l'application de couleurs. Donc, chaque joueur masculin, on le voit peut-être sur la slide suivante, a été... chaque joueur qui était stéréotypé, reconnaissable par la couleur de son maillot, a été transformé en fille. Et au lieu d'avoir affaire à une équipe de sportifs tous identiques, ont été créés des personnages féminins selon une diversité absolument étourdissante. On a tous les types de femmes, la Sainte Nitouche, la femme enceinte, la Nikki, bref, des figures de femmes dans toute leur diversité. C'est ainsi que le baby-foot est devenu le lady-foot et de nombreuses parties, notamment des strip parties, se sont jouées autour de ce jeu emblématique. Alors, sur la slide suivante, oui, on voit d'ailleurs sur la slide une photo qui fait partie désormais de nos archives et qui est datée d'avril 2001. La customisation de ce jeu a été réalisée par Virginie Gay, qui est architecte, en lien avec le palmarès sportif de la footballeuse Marinette Pichon, qui est née en 1975, et un hommage au football féminin. Aujourd'hui, des maisons spécialisées dans la fabrication des baby-foot proposent sur catalogue des baby-foot différents que les baby-foot traditionnels, avec des équipes strictement masculines. L'objet nous a donc paru pertinent à la fois pour sa fonction sociale, mais aussi pour sa customisation, qui en fait un objet unique et se situe vraiment dans une posture d'avant-garde. Un autre élément nous a semblé très pertinent à préserver, et on l'a sur la slide suivante, dans la mesure où le MUSEM s'intéresse à... ça, ce sont les banderoles. Alors, on peut passer à l'image suivante. Voilà. Comme le MUSEM s'intéresse à l'imagerie populaire, à ses usages et à ses réinterprétations, nous avons aussi conservé le passe-tête avec l'image de la Rosie, qui est cette icône féminine et féministe des années 40-50, qui renvoie à la femme américaine qui travaille dans l'industrie de l'armement pendant que son époux est au front. Cette image, forgée à partir de 1942, témoigne du rôle des femmes dans l'industrie de guerre, et le foulard qui protège les cheveux montre que c'est une femme puissante parce qu'elle a des biceps, car elle contribue à l'économie de guerre pour la victoire des Alliés. Le principe du passe-tête, vous savez, c'est d'être d'abord un objet de foire et de communication publicitaire, puisqu'il permet de s'identifier à l'héroïne, en l'occurrence, le temps d'une photographie. Ici, le slogan « We can do it » a été rajouté entre le moment du repérage et son arrivée au MUSEM pour le comité interne d'acquisition par le slogan « We did it » et les dates d'activité du bar, 1996-2024, ce qui souligne l'effort victorieux que s'était donné comme objectif le bar lesbien.
Puis d'autres objets matériels, comme les banderoles, effectivement sur la slide précédente, avec le drapeau arc-en-ciel utilisé pour les manifestations et les prides ont été conservés, dans la mesure où le contexte d'usage était bien connu. Certaines banderoles portent en effet des stickers associés à la PMA et collés lors des défilés. Rappelons en effet qu'en tant qu'espace du politique, ce bar accueillait les préparatifs des manifestations et en constituait le lieu de départ, de retour et de débriefing. Et puis nous avons aussi conservé dans le fond des t-shirts qui étaient édités par le bar et qui portaient des inscriptions en noir sur fond blanc, souvent pleines d'humour dans le genre « Ne dites pas à ma mère que je suis au bar des 3G, elle croit que je fais mes devoirs, etc. etc. » Voilà, donc Élise nous parle maintenant des archives du bar des 3G. Ouais, pour conclure, du coup, avec la dernière slide, là, on est en train de faire des numérisations qui seront un peu plus qualitatives que ce que vous voyez à l'écran, mais c'était pour évoquer le fait que Mireille vous a parlé d'un fonds d'objets qui nous a été proposé en don, mais les fondatrices des 3G nous ont également fait un don assez conséquent d'archives qui étaient constituées essentiellement d'albums photos des années 90 jusqu'au début des années 2000, qui sont essentiellement des photos des événements militants et festifs organisés au bar, en fait, et également un petit fonds de fanzines et de flyers édités par le bar. Et parallèlement à ce don d'archives qui pourra être enrichi a posteriori, notamment par un fonds de photographie numérique documentant les dernières années d'existence du bar, les archivistes du MUSEM ont mené des entretiens avec les donatrices pour vraiment contextualiser ce don et également l'histoire des 3G. Alors, ça n'est pas l'intégralité des objets mobiliers restants qui ont été proposés en don au MUSEM, puisque par exemple la bibliothèque du bar a été donnée au centre LGBTQIA+ de Marseille et a constitué un peu un fonds fondateur de cette bibliothèque du centre. Alors le centre, il est assez récent, il a ouvert en 2023 et la bibliothèque du centre LGBT de Marseille a ouvert en novembre 2024, donc un mois après la fermeture du bar. Les autres éléments mobiliers ont été donnés aux anciennes adhérentes. Donc, il y a quand même encore un dialogue à mener avec les fondatrices et les adhérentes du bar pour pouvoir documenter tous ces albums photos qui représentent des événements, qui représentent des personnes. L'idée, c'est vraiment de continuer à maintenir un lien avec les communautés concernées pour documenter ce qui est rentré dans les collections publiques françaises. Et en fait, l'idée, c'est pas non plus de se substituer aux collectifs d'archives et de mémoire communautaires déjà existants ou au centre d'archives LGBT, mais c'est vraiment de travailler ensemble en complémentarité, toujours en concertation avec les communautés concernées. Donc, il faut qu'on continue à faire connaître ce fonds, à la fois là en parlant aujourd'hui, mais également en faisant connaître ce fonds auprès des collectifs existants. On a pris contact avec les réseaux d'archives Gwyn, notamment sur leur antenne marseillaise, pour pouvoir travailler sur ce fonds. Et on envisage également de le présenter aux communautés LGBTQIA+, par le biais d'événements qui peuvent être proposés au centre LGBT notamment. Donc, c'est une façon de montrer aussi que une fois que les objets sont rentrés dans les collections publiques françaises, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont inaccessibles et qui sont coupés des donateurs, donatrices et des communautés. En tout cas, voilà, c'est une stratégie collective à adopter et un travail qui se poursuit pour les années futures en tant que professionnel des musées. Tout à fait. Voilà. Et juste pour votre information, la notice de présentation de ce don vient de paraître dans la revue du Louvre et des musées de France, donc on la placera dans les ressources partagées. Et cette nouvelle acquisition nous permet de rappeler l'importance de la valeur sociale du musée. Et je trouve que l'adhésion de la FEMS à la convention de Faro en ce début du mois de juin marque un élément très très important pour l'avenir
et la représentativité des sociétés civiles d'Europe et de Méditerranée dans toute leur diversité dans nos établissements patrimoniaux et culturels. Merci Mireille. Merci. Merci Mireille et Élise, c'était vraiment passionnant. J'avais lu la notice là dans le dernier numéro de la revue des musées de France, mais voir plus d'images, ça donne très envie de voir ces objets en vrai. On y reviendra tout à l'heure dans les questions-réponses. Peut-être maintenant, on va du côté de Bordeaux et on va se détacher un peu des collections pour parler plus, je crois, Katia, programmation et d'autres types de partenariats. Je vous laisse la parole. Merci Nicolas. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que je vais pouvoir passer les diapos? Alors, on voit votre... Ça marche. Oui. Ça marche, super. Merci beaucoup Pauline, merci Nicolas d'avoir pensé à m'associer. On en avait discuté, Nicolas. Je ne me sentais pas très légitime à intervenir sur ces sujets et en fin de compte, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Je voudrais parler aussi en saluant et en remerciant Claire qui est avec nous, Claire Lost, qui est chargée de mission lutte contre les discriminations à Bordeaux au sein de la Direction générale des solidarités et de la citoyenneté. Une direction et une mission avec laquelle on travaille très étroitement sur plein de sujets. Et puis, Carole n'est pas avec nous, je crois. Carole Martebout, elle est la responsable communication et programmation événementielle chez nous. Et elle aurait eu toute sa place aussi dans l'échange qu'on a ce matin. Vous dire d'abord d'où je parle. Le musée d'Aquitaine est un musée d'histoire, un musée de société, à ce titre adhérent aussi de longue date de la FEMS. Mais c'est un musée qu'on attend prioritairement et qui porte aussi depuis longtemps maintenant les sujets, donc voilà le musée, les sujets intéressants, l'histoire de la traite transatlantique, de l'esclavage colonial et plus largement de la colonisation et de leurs héritages. Au même titre que d'autres villes de la façade atlantique comme Nantes, La Rochelle, qui se sont considérablement enrichies dans ce système esclavagiste transatlantique. En 2009, on a donc été inaugurée une section du parcours de visite qui accueille chaque année le plus gros des visites scolaires, c'est-à-dire entre 7 et 10 000 élèves de primaire, de collège et de lycée. C'est aussi la programmation, hein, ces gros sujets irriguent complètement notre programmation assez dense qui ne se construit qu'avec des partenaires du territoire, des rencontres, des projections débats, des manifestations qui elles-mêmes souvent s'inscrivent dans des rendez-vous annuels organisés à l'échelle du territoire ou à l'échelle nationale, comme le mois des mémoires de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et enfin, toujours sur ces sujets, nous faisons autant que possible intervenir des artistes, des performeurs. Vous avez ici à gauche Jelili Atiku, artiste nigérian, qui en 2018 a organisé une performance dans la ville et au musée liée à une très forte demande de restitution des biens culturels aux États africains. Et puis des acquisitions, donc des entrées en collection. À droite, Gilles Élidi Kozak, deux dernières acquisitions faites en 2025. Gilles Élidi Kozak, artiste parisien d'origine martiniquaise, dont on a pu acheter 3 œuvres, et puis une œuvre de Malal Andrialavidrazan, The World at One View, qui est en fait une partie de la grande fresque qu'elle a réalisée pour le Palais de Tokyo. Et qui vient évidemment rendre compte aussi de l'ensemble des stéréotypes racistes, discriminatoires liés à toute la propagande coloniale et au déversement d'images, au flot d'images qui inondent encore nos imaginaires. On nous attend aussi depuis début 2025 dans la mise en œuvre de la politique mémorielle qui était auparavant rattachée à la mission dont fait partie Claire. Ça veut dire que c'est maintenant le musée qui organise les journées de la mémoire en mai, autour des commémorations du 10 mai, et donc cette année des 25 ans de la loi Taubira. C'est aussi le musée qui travaille à rendre ces héritages, cette histoire et ces héritages aussi visibles que possible dans l'espace public. Et enfin, la politique mémorielle, c'est également, donc c'est la traite transatlantique, c'est l'esclavage colonial, leurs héritages, mais c'est aussi
toute l'histoire liée au génocide et notamment à la Seconde Guerre mondiale, dans une ville qui a été très marquée par l'occupation, avec un maire qui était un ardent collaborationniste, une ville qui a connu des rafles importantes et des résistances aussi, un maire gaulliste, Chaban-Delmas, qui crée un musée de la résistance et de la déportation, et donc aujourd'hui des actions qui visent à commémorer notamment ces résistances et ces mouvements de résistance et ces déportations. Ici, Boris Cyrulnik qui pose avec le maire de Bordeaux, l'ancien maire de Bordeaux, en janvier 2024, au moment où sont posés des Stolpersteine, des pavés de la mémoire, en hommage à ces deux parents, aux deux parents de Boris Cyrulnik qui ont été déportés dans la grande rafle de janvier 1944. Donc, on revendique fortement notre rôle de musée citoyen, de musée engagé, et la FEMS a déjà rendu compte à plusieurs reprises de l'existence de ce réseau initié par le Palais de la Porte Dorée, ce réseau des musées engagés qui vise à répondre aussi à un plan interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'antiziganisme. D'où je parle, c'est aussi de Bordeaux, qui, il faut le rappeler, est la seule ville de province après Paris à avoir où a été organisée une manif pour tous en 2014. Et puis, nous sommes un musée municipal, c'est-à-dire que nous sommes là en écho, en résonance aussi pour la mise en œuvre d'une politique impulsée par des élus. Et en 2020, vous le savez aussi, on a vu ces équipes profondément renouvelées avec un basculement à gauche, avec une mairie écologiste, socialiste et communiste après 70 ans de politique municipale marquée à droite. Et très vite, cette nouvelle équipe a initier des concertations, des consultations pour adopter à l'unanimité en 2022 un plan de lutte contre toutes les discriminations, un plan de lutte qui court sur les années 2022-2026, donc jusqu'à la fin du mandat. Ces élus et ces équipes, c'est important de le dire, ne partaient pas de rien. En 2005, on avait un comité bordelais de veille et d'action contre les discriminations et pour l'égalité, COBAD, une déclinaison de COBAD. 2014, c'est monté un observatoire bordelais de l'égalité et en 2019, donc juste avant les municipales, a été lancé le premier plan de lutte contre les discriminations homophobes et transgenres. Et ce plan était directement issu d'une étude qui avait été lancée l'année précédente sur les discriminations perçues par les personnes LGBTQI dans Bordeaux. Sur le plan de lutte de 2022, donc 4 grands axes: développer une culture de l'égalité, de lutte contre les discriminations, tendre vers l'exemplarité de la ville de Bordeaux en tant qu'employeur, c'est-à-dire former, sensibiliser les agents municipaux et prioritairement aussi, et Claire pourra nous le confirmer, la police municipale qui doit recueillir aussi les plaintes et agir avec exemplarité dans l'espace public. Axe 3, prévenir et lutter contre toutes les discriminations et dans toutes les politiques publiques municipales, donc avec cet objectif de transversalité, des ambitions qui doivent croiser aussi d'autres feuilles de route qui ont été adoptées juste avant ou après le plan de lutte. Et je pense notamment à ces 2 feuilles de route, la culture en partage et la feuille de route sport, qui ont toutes 2 été votées 1 an avant, mais qui déjà intégraient des objectifs de lutte contre les discriminations. Axe 4, soutenir les victimes justement des discriminations, les victimes, c'est-à-dire un accompagnement financier des associations et prioritairement celles qui soutiennent les victimes. Avec en 2021, Claire, tu me le redisais, la première convention d'objectifs et de moyens pluriannuels signée avec le Gyrophare, qui est le centre LGBTQI+ de Bordeaux, et pour cette année 2026, donc voté, confirmé, 10 associations qui sont soutenues en fonctionnement pour un budget de près de 80 000 €. Et en premier lieu, le Gyrophare et le refuge Gironde. Cette mission anime aussi une commission LGBTQI+, et pour nous, elle est importante. Elle rassemble une vingtaine d'acteurs associatifs tous les 3-4 mois avec un objectif d'interconnaissance et de liens réguliers, d'échanges réguliers avec les élus thématiques qui peuvent être invités sur des sujets de santé, de sport, d'administration générale. Le musée d'Aquitaine, et c'est vraiment par cette porte qu'on est arrivé à ces sujets-là,
Le musée d'Aquitaine a participé aux premières réunions. Donc, on était en plein Covid. Elle se tenait en visio avec plein de gens sur l'écran. Et ça a été, voilà, je crois, pour nous, une manière je le dis très sincèrement, hein, de prendre la mesure des sujets, de prendre conscience aussi, et puis de commencer, voilà, juste à dire on est là et on est à votre disposition. Et on est très partant, on veut faire du musée un lieu hospitalier, on est très partant pour monter avec vous, acteurs des luttes contre les discriminations et contre les LGBT-phobies. On est là pour monter des projets avec vous. La ville a aussi adhéré à de nouveaux réseaux. Elle était déjà, et en lien avec ce que je vous ai dit au début, adhérente depuis 2018 d'ECAR, qui est la coalition européenne des villes contre le racisme. En 2021, elle adhère au Rainbow Cities Network, le réseau des villes internationales engagées pour les droits des personnes LGBTQI+. Et elle accueille d'ailleurs cette année, en octobre prochain, la rencontre annuelle de ce réseau. Et en 2022, elle adhère à EGID, qui est l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. C'est aussi cette mission égalité qui coordonne le mois des fiertés avec depuis 2021 un appel à projet lancé chaque année et un budget dédié. Elle a organisé pour la première fois en décembre 2025 une campagne de communication très visible en ville. Vous en avez ici une des affiches. Ici, je peux aimer qui je veux, qui avait une déclinaison qui était ici, je peux être qui je veux. Voilà. Et pour nous, musée, donc, à partir de ce temps qui, pour nous, encore une fois, nous à notre échelle fondateur de rencontres en visio au sein de cette commission LGBTQI+, pour nous, donc, des initiatives ponctuelles sont nées des premiers échanges avec cette commission. Donc, dans le cadre du mois des fiertés 2022, on a accueilli un doctorant en histoire, Marc Lamonzi, qui est revenu sur le procès en 1878 de 24 homosexuels bordelais pour outrage public à la pudeur. Donc un moyen d'entrer aussi par le biais de l'histoire sur ce sujet des discriminations. Et à l'été 2022, on a monté un projet de médiation qui s'appelait Regards croisés et qui a permis à des jeunes hébergés par le refuge et des jeunes de l'école de la deuxième chance de travailler ensemble avec une de nos médiatrices sur leur vision de ce qui fait patrimoine. Donc, on était, et je crois qu'on est encore loin d'une stratégie, d'une vraie politique. Je parle après le MUSEM, c'est compliqué. Mais on a quand même franchi des pas, et je crois qu'on a franchi un grand pas quand on a commencé à travailler étroitement avec Isabelle et avec Queer Code. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis, il se trouve que cette rencontre et ces liens noués avec Isabelle ont aussi coïncidé avec l'arrivée au musée de Carole Martegut, qui est donc chargée de com, chargée de programmation, et qui a vraiment pris aussi à bras le corps ces sujets. Et donc, le premier sujet, mais Isabelle, tu en parleras bien mieux que moi, mais ça a été donc un travail avec Queer Code autour de votre projet Constellation brisée, donc aux Journées européennes du patrimoine et du matrimoine depuis 2021, donc immédiatement après les municipales. On est aussi entré dans cette chaîne de villes. On est, je crois, aujourd'hui une quinzaine de villes à organiser des journées européennes du patrimoine et du matrimoine. Et l'équipe qui vient de remporter les élections confirme fort heureusement cette orientation. Mais donc voilà, un grand pas avec Isabelle. Le projet Constellation brisée, porté par Queer Code, avec des ateliers organisés au musée sur des parcours de résistantes lesbiennes, qui ont donné, dont la suite a été une présentation de l'exposition Constellation brisée Ravensbrück sur une des places principales de Bordeaux, la place Gambetta, donc toujours portée par Queer Code avec nous et la mission Égalité en soutien. Et puis, le résultat de tout ça, c'est une visibilité maintenant pérenne dans l'espace public. Alors, certes insuffisante, je le dis fortement, mais quand même, l'inauguration d'une placette, comme on a inauguré il y a des années une impasse Toussaint Louverture, on a aujourd'hui une placette Marguerite Chabiron, donc qui était l'une de ces figures de femmes lesbiennes résistantes que Queer Code nous a permis de connaître, d'identifier, de connaître et de faire connaître.
Et nous participons avec la mission égalité aussi, hein, autant que possible à la commission biographique. Enfin, nous participions. Nous attendons maintenant la composition de la prochaine commission, mais jusqu'à présent, nous étions voilà, très actifs dans cette commission biographie. Et dans les dernières séances de la précédente mandature, il a été évoqué le souhait d'attribuer le nom de Christiane Moreau à un équipement sportif. Christiane Moreau est une autre femme résistante, lesbienne, que Queer Code a pu valoriser et nous faire connaître. Et il se trouve qu'elle était aussi une grande sportive, une basketteuse. En parallèle, et à partir de juin 2022, est arrivé un projet porté par un collectif ici à Bordeaux, Bordeaux Ville sans Sida, un réseau d'acteurs luttant contre le VIH-Sida, et qui tout de suite est venu nous voir, est allé voir les bibliothèques, est allé voir les musées, les services d'archives, et puis ce comité de pilotage, on était peu nombreux au début, puis petit à petit, il s'est étoffé. Donc, il a fallu 3 ans et demi, et je maintiens que le processus est aussi important que le résultat, c'est-à-dire que ces temps de rencontres ont été vraiment, ont été vraiment des moments importants, encore une fois, pour notre propre conscientisation à nous, gens de musée. Interconnaissance, formation. Nous nous sommes déplacés au MUSEM, avons été accueillis par Justine Bobot avec BVSS pour comprendre quelle avait été la démarche, alors des ATP, je la connaissais, mais du MUSEM aujourd'hui. Pardon, je perds l'heure, mais je crois que je suis en train de dépasser mon temps. 3 minutes encore, pardon. Mais donc, avec, voilà, comprendre aussi quels étaient les enjeux aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait encore des collectes imaginées à cette échelle nationale, hein, pour un musée national? Et puis, tout cela aboutit à une saison très ambitieuse qui a débuté en décembre 25, qui est en train de s'achever et à laquelle les musées, les services d'archives, les bibliothèques ont pris leur part avec une exposition montée, là aussi en répondant à un vœu de BVSS, montée avec des jeunes étudiants à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux et des jeunes étudiants à l'IUT de Bordeaux-Montagne, étudiants en carrière sociale. Donc une exposition en 2 volets entre musée d'Aquitaine et bibliothèque, juste avant un déploiement des patchwork extrêmement impressionnant et fort, un moment très important au CAPC, un colloque universitaire, des rendez-vous d'éducation populaire, voilà, et un atelier fanzine animé par Carole qui très vite s'est posé la question avec le gyrophare des traces à laisser de cette saison VIH-Sida piloté vraiment par BVSS, donc un atelier fanzine qui a donné lieu, voilà les œuvres des étudiants de l'École des Beaux-Arts présentées entre la bibliothèque et le musée d'Aquitaine, avec une question sur leur devenir, hein, bien sûr. Ça, c'est le dispositif sonore des enregistrements, des témoignages qu'ont collectés les étudiants en carrière sociale. Et voilà la couverture et une des pages intérieures du fanzine, issue d'ateliers animés au gyrophare avec Carole. En conclusion, je voudrais pouvoir m'interroger sur les suites, comment pérenniser les choses. C'est une réflexion qu'il faut qu'on initie. On a posé quelques petits jalons avec Carole et Isabelle. L'énorme succès de cette soirée épopée du 11 avril dernier au musée, dans le grand hall très monumental du musée, et qui clôturait autre chose, hein, une saison sur Bordeaux au temps des Romains. Elle avait débuté à la Saint-Valentin avec une soirée romantique et elle se terminait avec la famille Lips et un drag show autour des divinités antiques. Donc cet énorme succès nous invite aussi, hein, à poursuivre ce travail-là. Mais dans tous les cas, je crois que notre priorité, elle est d'arriver à garder le lien, parvenir à faire vraiment du musée un lieu sûr et un lieu de reconnaissance sociale. Bruno a insisté sur ce volet, hein, de reconnaissance, avec aujourd'hui des contacts, je pense, maintenant bien identifiés. Continuer donc à nous inscrire dans des rendez-vous réguliers. On a évoqué avec Isabelle et Carole un parcours queer dans notre appli de visite, un parcours aussi, une balade urbaine en ville avec notre équipe d'animation de l'architecture et du patrimoine. Et puis moi, je voudrais terminer en insistant sur l'importance de la convergence des luttes. Ce ne sont évidemment pas des gros mots, et ça, je crois qu'on est toutes et tous convaincus. Ça veut dire ne pas faire seul, ne pas faire sans les acteurs nécessairement, mais ça veut dire aussi entrer en résistance, continuer d'être en résistance et
venir voilà, rejoindre des résistances dans un moment qui est, voilà, un moment qui ne va pas en s'arrangeant. On en est là aussi toutes et tous conscients. Et nous, on l'a bien mesuré dans notamment toute la haine en ligne qui peut se déverser quand on organise de telles médiations, de tels événements, de telles manifestations. Merci. Merci beaucoup, Katia. C'est vraiment passionnant de voir ce processus d'émergence tel que vous l'avez présenté de manière très franche. Émergence au sein du musée et dans un écosystème territorial. Euh, on y reviendra probablement tout à l'heure dans les questions. Bon, la transition est toute faite pour passer la parole à Isabelle, notre dernière intervenante. Isabelle, à vous. Merci beaucoup. Oui, je vais essayer de partager mon écran. Alors, je suis ravie d'être là avec vous ce matin et je remercie toutes les personnes qui ont pensé à m'inviter. Alors moi, je vais me retrouver effectivement dans la posture de la militante, la personne concernée, mais qui en même temps est professionnelle de la culture, du patrimoine. Et donc, voilà, je vais être aussi la personne qui intervient sur un temps de bénévolat. Et je pense que c'est aussi important de dire d'où on parle et avec quels moyens. Parce qu'effectivement, eh bien, c'est aussi des réalités, mais ces réalités de bénévolat m'ont permis effectivement de faire des projets extraordinaires, notamment avec nos collègues de Bordeaux et d'autres. Effectivement, je vais avoir un regard réflexif sur quelques coopérations, mais aussi en fait sur ces 30 ans en fait en tant que professionnel du musée des patrimoines, qu'est-ce qui a pu être fait, pas être fait. Et donc là, vous voyez effectivement des objets liés à des luttes auxquelles j'ai pu participer en tant que citoyenne et qui ne sont pas pour l'instant conservés dans des lieux institutionnels, mais conservés dans des lieux associatifs, notamment à Paris. Et effectivement, depuis une vingtaine d'années, j'essaie de faire des liens entre ces communautés scientifiques, muséales, de services publics et les communautés LGBTQIA+, et de faire des liens entre leurs collections. Alors effectivement, d'où je parle, alors ce n'est pas moi enfant, ça aurait pu, mais c'est une archive d'un groupe de lesbiennes américaines, les Fierce Pussy, qui dans les années 90 étaient très mobilisées au sein d'Act Up New York. À la même époque, moi j'étais à Act Up Lille en tant que jeune lesbienne, et c'est intéressant, c'est que cette histoire, en fait, je ne l'ai rencontrée et découverte qu'il y a une dizaine d'années, grâce à une historienne de l'art, Elisabeth Lebovici, elle-même engagée à Act Up Paris un certain temps, et je vais pouvoir la retrouver et la rencontrer au MUSEM lorsqu'on va préparer avec Renaud, Florent Moll et d'autres cette exposition qu'on a évoquée ce matin. Mais moi, ce que j'interviens aujourd'hui, et je prends de mon temps pour en fait vous parler de personnes, car effectivement, j'espère que cette rencontre de ce matin va permettre aux enfants LGBTQIA+ d'hier, d'aujourd'hui et de demain, de pouvoir grandir en fait dans des villes, dans des lieux, dans des villages, dans des communes où elles et elles pourront accéder à des histoires, à du patrimoine LGBTQIA+, avec leurs parents, avec leurs professeurs, avec leurs collègues, avec leurs amoureux, amoureuses, avec leurs enfants, avec aussi leurs nièces, avec des familles choisies, bref, de faire communauté avec l'ensemble des personnes qui sont représentées via vos institutions. Effectivement, j'ai une pensée également pour Noam, 19 ans, qui a été tué il y a quelques mois, et j'aurais aimé penser que si ces agresseurs avaient pu, dans vos lieux, découvrir l'histoire des aînés LGBTQIA+ de Noam, peut-être que ces personnes n'auraient pas eu ces gestes terribles et peut-être que Noam serait en vie. En tout cas, ce qui m'anime et qui fait que je prends la parole aujourd'hui, eh bien, c'est effectivement pour permettre que tous ces enfants d'hier, d'aujourd'hui et de demain puissent vivre dans une égalité, mais aussi dans des lieux où ils sont et elles sont représentés. Alors effectivement, je ne connaissais pas les Fierce Pussy en 90, mais j'ai eu la chance en fait de découvrir ce formidable film. Et tout à l'heure, on évoquait l'actualité de films d'animation Jim Queen, qui est programmé dans un certain nombre de salles en France aujourd'hui. Et bien là, c'est un autre film qui évoque en fait la mobilisation d'actepiens, d'actepiennes face en fait à un scientifique qui est en train de préparer une exposition dans un musée. Et en voyant ce film plein d'humour, Queer Camp, eh bien, ça m'a en fait
apporté en fait des clés, de me dire qu'effectivement j'étais une jeune étudiante en histoire, en médiation culturelle qui espérait travailler dans des musées et dans des lieux patrimoniaux, mais que peut-être ce serait en tant qu'activiste que j'amènerais une certaine justice sociale, comme dans ce film où on voit en fait les activistes aller dans un musée. Et je peux dire que cela m'a permis de pouvoir m'inviter en 2018 avec mes sœurs au MUCEM, parce qu'effectivement avant d'être invité officiellement, comme l'ont évoqué nos collègues du MUCEM, eh bien on s'est invité nous-mêmes. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, on a voulu rappeler à Florent Molle et aux équipes du MUCEM qu'effectivement, on avait besoin de pouvoir raconter nos histoires et d'accéder aussi aux objets qu'on avait donnés lors de la collecte enquête sur le VIH-Sida, de pouvoir, pour fêter les 40 ans des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence en 2019, pouvoir accéder à ces collections. Donc parfois, eh bien, effectivement, c'est via des œuvres de fiction et pas par des cours à l'université, j'ai pu devenir une bonne professionnelle du patrimoine et de l'histoire LGBTQIA+. Alors effectivement, vous l'avez dit, ce qu'en tout cas, moi, ce que m'a amené la lutte et pas des cours en histoire et en médiation culturelle, c'est cette bannière anglaise au musée People History de Manchester. En fait, rien sur nous sans nous. Et vous l'avez évoqué, de l'importance de faire avec, d'être en partenariat, de solliciter, de documenter. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui va m'animer dès les années 90, et c'est pas forcément ce qui est au programme des professionnels de la culture dans ces années-là. Alors, heureusement, eh bien, je vais cultiver ma patience de professionnelle, mais aussi de citoyenne, en allant ailleurs, rencontrer d'autres professionnels, et tu l'as évoqué, Renaud, en allant en Angleterre en 2016 à ces fameuses rencontres, mais aussi à Amsterdam en 2012. Et c'est via ces rencontres où des professionnels LGBT racontent comment elles, ils et elles ont pu en fait mettre en place des collections, des médiations, apporter en fait aux communautés LGBTQI aussi des moyens pour pouvoir prendre soin de leur récit. Bref, c'est en discutant et en rencontrant ces collègues à l'étranger que je vais en fait eh bien aussi me dire qu'il y a peut-être possibilité de dialoguer avec les collègues en France. Parce qu'effectivement, quand je suis une jeune professionnelle, je suis passionnée par l'art roman, je conserve et que j'apprends à restaurer il y a 30 ans. Mais en fait, en tant que jeune lesbienne, je ne me vois pas professionnelle dans ce milieu. Et en fait, je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, 30 ans après, eh bien, les choses évoluent. Et j'avais aussi un autre pan d'intérêt scientifique, qui était la mémoire ouvrière. Mais cette mémoire ouvrière, eh bien, en fait, je vais la traiter d'un point de vue totalement hétérocentré alors que je suis lesbienne, parce que je n'ai pas accès à des sources, parce que pour moi, il y a plein d'impensés. Et il va falloir attendre ce très beau cadeau de ce film Pride que je vous conseille de regarder, sur l'histoire des mobilisations LGBT en Angleterre lors du régime terrible de Thatcher, comment ces personnes LGBT londoniennes vont aller soutenir d'autres communautés, notamment des communautés ouvrières. Et en fait, 20 ans plus tôt, en fait, je n'avais aucune idée de cette histoire, alors que j'avais rencontré, que j'avais échangé avec ces communautés, que j'avais invité à présenter leur patrimoine de manière en France. Eh bien, j'avais aucune idée que d'autres bannières, notamment créées par des personnes LGBT, existaient. Et donc, tous ces impensés, en fait, voyaient en fait la temporalité, et ça m'a donné envie d'aller voir nos collègues de Manchester qui conservent ces documents, ces bannières, ces t-shirts, ces archives. Alors, grâce à vous, je vous en remercie, Nicolas et l'équipe, je suis allée voir, j'en parlerai tout à l'heure, l'actualité de ce musée de Manchester. En tout cas, là aussi, remercier nos collègues britanniques qui ont créé des MOOC pour solliciter, donner envie à de futurs collègues, et notamment des personnes LGBT, de devenir des professionnels du patrimoine. Et donc, en 2016, ils font un lien avec l'Université de Leicester pour créer ce MOOC. Et moi, en fait, eh bien, je vais suivre ce MOOC à distance de Montpellier. Et ça va vraiment me donner envie d'aller voir le travail de nos collègues, notamment à Liverpool, avec les communautés. Comment, en fait, eh bien, on peut faire justice sociale, comment aussi on peut être dans du care, dans une attention. Et c'est aussi ça que j'ai envie, en fait, de partager avec vous, cette attention. Et je remercie, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit nos collègues du MUCEM ou de Bordeaux, eh bien voilà, c'est des choses qui sont en mouvement aujourd'hui en France, mais qui ne l'étaient pas il y a peu. Alors hier, effectivement, je suis allée regarder ce que proposaient nos collègues de Manchester, que j'avais découvert il y a 10 ans, et ils proposent une extraordinaire exposition pendant 1 an. Ils vont de leur mois de l'histoire LGBTQ en février jusqu'à l'année prochaine. Et grâce à eux, j'ai pu découvrir que des personnes habitant Manchester en 1988 sont mobilisées auprès de la communauté gay pour lutter contre des lois en fait qui étaient homophobes.
et voir que 20 000 personnes, dont la plupart étaient des personnes non LGBTQI, ont pu se mobiliser, et bien moi, en tant que personne LGBTQI, ça me permet d'imaginer, de me voir et aussi de me relier à d'autres histoires et aussi de continuer mes engagements. Et donc, effectivement, c'est comment apprendre ensemble de cette histoire, la relier à d'autres. Et là, on voit nos collègues faire une visite de cette exposition, mais aussi, surtout, comme vous l'avez évoqué, d'être dans des collections. Alors tout ça pour arriver, eh bien, 30 ans plus tard, à cette fameuse rencontre que vous avez évoquée par les collègues élèves, conservateurs, conservatrices du patrimoine. Et c'était vraiment un moment assez étonnant et troublant de pouvoir voir de jeunes collègues, quelle que soit leur génération, à prendre conscience et s'impliquer et lutter aussi au sein de leur institution pour pouvoir mettre en place cette journée. Alors, on est dans ce mois des Prides. C'est quoi ces mois des Prides? Vous le savez aussi, c'est un mois qui, en fait, nous rappelle, en fait, la mobilisation contre les violences policières de minorités, de travailleuses du sexe, de personnes transgenres, de personnes minorisées, de personnes SDF. Là, vous voyez, 1 an plus tard, à New York, des personnes célébrant pour la première fois ce qu'on va appeler aujourd'hui les Prides. Eh bien, moi, il y a 30 ans, effectivement, c'est une histoire que je connais peu. Et pour pouvoir accéder à cette histoire, ce ne sont pas les musées, malheureusement, qui vont me la transmettre. Excusez-moi. Ce sont des collectifs. Et là, vous voyez un travail mené par le collectif lesbien de Lyon qui va en fait traduire des sources américaines, des collections conservées dans des centres d'archives LGBTQIA+, aux États-Unis, pour nous permettre en fait de mieux comprendre ce que l'on célèbre, mais aussi de voir effectivement les enjeux mémoriels au sein de nos propres communautés, les enjeux de rapports de domination, et donc de prendre attention aussi à ne pas réexclure, à ne pas silencier d'autres personnes au sein de nos communautés. Et les collègues du MUSEM l'ont évoqué concernant les lesbiennes. Alors effectivement, eh bien, pourquoi ce petit clin d'œil est sur l'histoire de Stonewall, c'est qu'effectivement un certain nombre en fait de villes en Europe et en France, eh bien, vont programmer en fait des projets de médiation, d'exposition dans le cadre de ce mois des fiertés. Et donc, en 2018, eh bien, je vais anticiper le fait que nous allons fêter les 50 ans de Stonewall. Et donc, avec des amies militantes genevoises, lesbiennes, on crée un collectif, Notre Histoire Compte. Et en fait, on crée en 2018 et en 2009, effectivement, je l'avais vu venir puisque j'avais passé un certain nombre d'années dans différentes rencontres internationales. La ville de Genève va s'organiser à partir de son service, le service de l'agenda 21. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Katia, effectivement, ce sont souvent en fait les collègues des services des solidarités, des missions d'égalité en fait qui vont venir approcher les musées, réfléchir avec les bibliothèques. Et là, en fait, nos collègues de la ville de Genève, donc en fait, vont s'inspirer de ce qui est fait en Angleterre avec ce mois d'histoire LGBTQI qui est institutionnalisé, mais qui est aussi une façon de pouvoir permettre aux associations d'avoir des moyens, mais aussi de pouvoir être en dialogue avec ces institutions. Et donc, effectivement, eh bien, la ville va mettre en place tout un travail. Et depuis, en fait, eh bien, ces moyens, ces rendez-vous nous permettent d'apprendre, nous, communauté LGBTQI, mais aussi nous, professionnels du patrimoine et des musées. Et donc, en fait, ce temps long, donc 2019 jusqu'à aujourd'hui, va nous permettre, et me permettre avec différents collectifs de Genève, d'apprendre, d'animer des ateliers tout au long de l'année. Parce qu'effectivement, pour pouvoir proposer un rendez-vous, soit aux Journées du matrimoine et du patrimoine en France ou en octobre au mois de l'histoire LGBTQIA+, eh bien, il faut s'organiser en amont. Et là, c'est toute la complexité, en fait, pour des associations de personnes minorisées, minoritaires, qui se retrouvent dans des urgences aussi sociales, de pouvoir organiser et s'organiser pour pouvoir partager. Donc, effectivement, moi, c'est ce que je vais essayer d'apporter, contribuer, d'apporter sur ce temps long, moyennement long, mais qui peut paraître très, très long pour les communautés LGBT dans la précarité. Mais aussi ces histoires, en fait, comment en fait on les découvre? Eh bien, par des personnes qui se mobilisent. Je ne me serais pas retrouvée en fait à Genève parce que la ville de Genève organise le mois de l'histoire LGBTQIA+. Non, c'est 10 ans plus tôt, en 2009, où je rencontrais une artiste qui a fait un collectage d'histoire orale de la communauté lesbienne de Genève. C'est une femme qui, comme beaucoup de femmes lesbiennes, en fait, ne pensait pas être lesbienne parce que la norme et l'injonction à être hétérosexuelle était énorme, et elle est toujours pour beaucoup de personnes LGBT.
Et en fait, elle décide de vivre son lesbianisme et d'aller découvrir une histoire. Et comme c'est une extraordinaire conteuse, elle décide de créer une œuvre qui va permettre de nous faire découvrir l'histoire lesbienne. Et elle va jouer cette pièce. Et moi, je vais la rencontrer, je vais la programmer avec d'autres militantes à Lille en 2010. Et en fait, elle va nous inviter à faire la marche des fiertés. Effectivement, c'est un exemple, j'aurais pu en prendre tant d'autres. Et effectivement, je me retrouve donc en 2011, il y a 15 ans, sur ce pont à marcher avec elle. Elle rejoue quelque part ce conte, elle rejoue d'être des Amazones des temps modernes. Et c'est sur ce pont, mais je n'aurais jamais pensé que, eh bien, 12 ans plus tard, on aurait présenté ces objets, notre histoire, nos mobilisations dans un musée d'art et d'histoire. Donc effectivement, tous ces impensés, mais qui permettent aussi de cheminer et de rencontrer, eh bien, fait qu'on a rejoué, dialogué, là vous me voyez, avec un de ces boucliers, à inviter les personnes à nous suivre pour découvrir cette histoire lesbienne dans le musée d'art et d'histoire. C'est effectivement aussi créer du dialogue, et pour moi, je crois que c'est important, et de la facilitation. C'est aussi prendre ce temps de se rencontrer. Tu parlais, Katia, tout à l'heure de ce processus qui est effectivement indispensable. Je crois qu'on n'aurait pas fait ce projet en 2013 sans les autres projets, 2023, pardon, sans les autres projets quelques années avant. Donc, c'est vraiment tout un cheminement, des moyens, des rencontres. Et là, vous voyez donc des Amazones de l'Antiquité qui sont conservées au Musée d'art et d'histoire de Genève. Notre collègue Isabelle, qui en fait est en train de les présenter de façon scientifique, et moi à côté, qui vais en fait donner en fait d'autres sources et comment en fait des Amazones qui sont présentées dans cette vitrine, comment les lesbiennes dans les années 90, 70, 80 vont s'emparer de cette représentation pour se représenter. Et là notamment, vous voyez ce que j'ai présenté, c'est un journal québécois des Québécoises d'Amazon d'hier et lesbiennes d'aujourd'hui. Donc, c'est va-et-vient entre les communautés, l'importance de se côtoyer. Et en fait, ça va être cette professionnelle de la médiation culturelle, parce qu'effectivement, si je regarde aussi mon parcours, c'est d'abord avec nos collègues de la médiation, puisque moi-même, je suis professionnelle dans ce domaine-là, que je vais avoir une facilité à dialoguer avec vous. Et donc, Isabelle était responsable des publics à ce moment-là, et elle nous fait découvrir voilà, ce tableau, et elle nous évoque effectivement que pour elle, il y a un lien avec l'histoire lesbienne. Et donc, on va, lors de cette soirée, lire des petites annonces de Lesbia Magazine. Et je voulais remercier Isabelle qui va prendre du temps de venir chez nous, parce qu'effectivement, c'est du temps, et je le redisais à Carole dernièrement, effectivement, c'est ce temps d'aller d'aller dans nos lieux, d'aller aussi dans des temps qui ne sont pas forcément les temps institutionnels, et nos collègues du MUSEM l'ont évoqué dans le travail qu'elles ont pu faire avec les fondatrices du 3G. Et puis aussi, être dans vos lieux, c'est effectivement aussi pouvoir accéder à des matérialités, à des moyens techniques, à des moyens financiers que nous n'avons pas au sein des communautés LGBTQIA+. Là, par exemple, c'est cet écran tactile où le collègue est en train de mettre en place l'accès à notre carte numérique. On raconte l'histoire des bars lesbiens à Genève. Et ce qui est en fait très intéressant, c'est qu'il nous permet d'accéder à cette technologie au sein de ce musée. Mais surtout, ce qui sera très fort, c'est que cette personne va évoquer comment il est fier en tant que papa d'avoir un fils trans, de me montrer le portrait de son enfant sur son téléphone portable. Et c'est tous ces liens, puisqu'effectivement, de pouvoir aussi se dire, ou d'écouter des amies militantes lesbiennes transgenres dire, ben oui, elles vont au musée d'art et d'histoire de Genève parce qu'elles discutent avec des personnes, alors que moi, je m'étais dit, voilà, c'est qu'un lieu totalement de l'hétéropatriarcat. Eh bien, en fait, tout est plus complexe que ça. Donc, comment effectivement, en venant dans vos lieux, qu'est-ce que ça nous change, qu'est-ce que ça nous change? On l'a évoqué, on va l'évoquer pendant nos échanges, dialogues. Et là, on est en train de jouer à faire les conservateurs, conservatrices, à faire une exposition. Et puis aussi, ces moyens donnés, ça nous permet effectivement de créer des œuvres, et vous l'avez évoqué. Et là, c'est une artiste non-binaire, qui est en train, en fait, de raconter une histoire à partir des collections qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire queer, et peut-être pas, en fait. Et ça aussi, c'est précieux. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, Clean participe avec des historiennes de l'art françaises, un extraordinaire ouvrage que je vous invite à lire, Allure dissidente. Et donc, vous voyez ce cheminement, ces rencontres qui permet qu'après, effectivement, certains et certaines d'entre nous, on s'autorise, on se sent légitime à interagir avec des professionnels, des scientifiques de l'histoire. Et puis, bien sûr, parce qu'il faut de l'humour pour, en tant que personne LGBTQIA+, parfois être minorisé, minoritaire dans un lieu professionnel qui n'est pas toujours accessible et qui nous
et il y aurait plein d'autres choses à dire. Et donc là, on a invité Claire Mine, qui est une professionnelle franco-britannique, et eh bien, elle est professionnelle, elle travaille dans un musée à Londres actuellement, et pendant un certain nombre d'années, elle a créé en fait un drag king, qui est un merveilleux conservateur totalement mansplaining de musée, et c'était une façon de pouvoir rire de situations de domination au sein professionnel pour pouvoir aussi aujourd'hui être pleinement professionnel. J'adore son nom de drag king, Eugène de la Croissante. Ouais, bref, bon, c'est toujours plein d'humour. Alors effectivement, comment on se retrouve en 2023 dans ce musée? Eh bien, c'est un certain nombre de planètes qui s'alignent. Effectivement, Isabelle du musée qui en fait sait qu'elle a une programmation d'afterwork et que donc elle peut hacker et proposer ce temps dans cette programmation, des moyens aussi alloués. Ça va être aussi des moyens donnés et une légitimité via la ville qui organise ce mois d'histoire LGBTQIA+, donc ça légitime la proposition d'Isabelle au sein de son équipe. Et puis, c'est toute une dynamique associative qui, en fait, est nourrie depuis un certain nombre d'années, qui est organisée et qui permet, ben voilà, de faire ensemble un projet avec, par et pour les personnes concernées. Et puis, c'est Isabelle, aussi un dialogue. excusez-moi. Oui, Isabelle, excusez-moi, je me permets. On arrive oui. dangereusement vers Et 10h30. ben Donc, voilà, ben, voilà. je voulais vous laisser la parole pour aussi dire qu'on a Concluez, mis du concluez, lien. hein. Oui, oui, je Concluez, il n'y vais a pas de problème. conclure. Ben voilà, je vais mettre une belle photo de nous avec Katia et ses collègues, puisque je vous souhaite et je nous souhaite de faire équipe, comme nous pouvons le faire équipe à Bordeaux, avec la jeunesse queer qui est en train de devenir des professionnels ou d'autres qui font des choix aussi d'être très dans l'alternative, mais d'être ensemble. Et d'être ensemble, effectivement, c'est une merveilleuse façon de résister au fascisme actuel. Merci beaucoup. Un grand merci, Isabelle. Je suis désolé d'avoir un peu compressé Non, le non, non, temps, non. mais si on voulait avoir le temps peut-être de prendre le temps des échanges et le temps des questions, je ne sais pas si parmi les personnes connectées, il y a des questions. Moi, il me semble que ce qu'a dit Katia tout à l'heure sur la conscientisation des gens de musée, je crois que c'est comme ça que vous avez formulé les choses, me semble être vraiment l'enjeu essentiel de ce jour, avant même les questions de méthode, avant même les questions de euh, recherche de partenaires, c'est-à-dire faire émerger ce sujet dans les équipes et le faire percevoir comme légitime me paraît assez essentiel. Je ne sais pas comment, du côté du MUSEM, par exemple, ce processus s'est fait, enfin, vous l'avez évoqué un peu, et comment aussi auprès des gens qui sont connectés, des expériences sont en train d'émerger ou pas, ou des envies. Bon, la vidéo, c'est Oui, terrible pour Oui. ça. On ça a rouvert marche le pas. micro. Si, on a Ah oui, rouvert Si le on vous micro. entend. oui. Pour le MUSEM, en fait, je pense que cette acquisition vient au bon moment, c'est-à-dire tout le monde est prêt, les générations sont plus jeunes aussi, et puis tout le monde aussi dans son entourage a des amis homosexuels, lesbiens, ou s'est retrouvé peut-être aussi témoin d'un mariage homosexuel ces dernières années. Voilà. Donc, je pense que cette banalisation au sein de la société fait aussi que les musées deviennent peut-être un peu mieux représentatifs, en tout cas pour les musées de société, dans leur collection. Oui, puis comme tu l'as dit, ça vient pas de nulle part non plus. Et donc Renaud et Isabelle étaient déjà investis dans les projets sur les enjeux LGBTQIA+ depuis quelques années. Et donc ça fait une suite logique à ce qui avait déjà été engagé par le MUSEM depuis un certain temps. Après, bon, il y a la question aussi de la présentation en exposition de ces objets. En fait, peut-être qu'on aimerait imaginer la reconstitution du bar des 3G dans nos parcours d'exposition. Ça serait assez merveilleux. Voilà, mais la question des archives aussi est essentielle, c'est-à-dire que ce qui nous intéressait, c'était d'avoir à la fois des éléments d'histoire, mais aussi de mémoire autour du lieu que beaucoup de Marseillais et de Marseillaises ont connu, où
entendu parler de ce lieu, dans la mesure où les fondatrices du bar étaient aussi des personnalités très engagées. Elles participaient aux journées d'études sur l'homosexualité de Deleuze à Lumini. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire aussi à plusieurs générations de militance et plusieurs manières aussi d'aborder ces questions de visibilité, d'identité dans l'espace public. Et ça, je pense qu'avec nos collections au MUSEM, on pourra en rendre compte. Est-ce qu'il y a des mains levées? Pauline le rappelait. Je ne crois pas. Ah si. Renaud, allez-y. Peut-être pour compléter et pour faire le lien avec ma propre communication, je pense qu'il y a aussi un facteur qui est important, c'est tout le travail qui est fait au niveau associatif, en fait, par les communautés. Enfin, c'est aussi évidemment une manière de rebondir sur l'intervention d'Isabelle Santis, c'est-à-dire que enfin, les musées sont pas désarmés, en fait, et les musées n'ont pas comme seule fonction de récupérer finalement quelque chose qui serait déjà légitimé par la société, et du coup d'arriver vraiment complètement après la bataille comme une sorte de voiture balai, en fait. Donc non, il y a des acteurs associatifs qui travaillent sur ces questions de mémoire, de transmission de la mémoire, de médiation culturelle et artistique qui se sont renforcés considérablement au niveau international ces 40 dernières années, et au niveau français, on va dire de manière très marquée à partir de 2017, où il y a une multiplication des initiatives en région, que ce soit à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, et donc qui sont en fait des partenaires qui sont tout à fait mobilisables, entre guillemets, sous réserve effectivement que ce soit des partenaires qui soient considérés en tant que tels, et c'est-à-dire que ces collaborations soient assorties de moyens, en fait, qui soient autres que de la reconnaissance symbolique et du fait de pouvoir utiliser des savoir-faire qui ont été effectivement construits, élaborés dans des contextes bénévoles, militants et extrêmement précaires. Donc le musée, il a voilà, cette manière de penser le partenariat. Le musée, il a aussi effectivement dans un contexte politique qui va pas être facile, de pouvoir valoriser en fait toutes ces pratiques, et de pouvoir mettre en œuvre des collaborations sur le long terme, en fait, qui puissent voilà, aussi permettre à ces structures de vivre, d'avoir un petit peu, ne serait-ce que d'argent, en fait, pour financer ces projets, et pour pouvoir prendre le temps de les concevoir, comme disait Isabelle, quoi. Donc voilà, en fait, là, il y a tout un écosystème, en fait, dans le monde francophone et à l'international, de partenaires qui sont présents et qui ont tout intérêt à être sollicités, en fait, parce que c'est aussi là que s'inventent voilà, d'autres manières de faire musée, d'autres manières de transformer non seulement l'idée même de musée, mais aussi plus largement la société, puisque enfin, c'est quand même un peu, il me semble, le principe des musées de société, c'est voilà, pas seulement de récupérer l'ethnographie d'urgence des lieux qui ferment, mais aussi c'est de, c'est de proposer des transformations dans la manière dont on pense et dont on vit les questions de genre, de sexualité et de discrimination, mais aussi d'affirmation positive, en fait, de ces personnes et de ces communautés, quoi. Voilà. Merci Renaud. Il me semble que c'est une belle synthèse pour conclure. Merci à vous quatre. Merci Renaud, merci Katia, merci Mireille et Élise, et merci Isabelle. Je vous rappelle donc, Pauline, vous nous confirmez que la captation sera en ligne très prochainement sur le site de la FEMS. Voilà. Accompagné de quelques ressources supplémentaires, et je pense notamment à ce très complet panorama rédigé par Renaud. Je pense qu'on est tous disponibles. Enfin, je m'adresse là aux personnes qui sont derrière leurs écrans. On reste tous disponibles si vous avez des questions, des précisions, et si certaines expériences présentées ici vous ont semblé inspirantes, et si vous souhaitez en savoir plus. On conclut comme ça?
Très bien. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions et merci Nicolas. À Merci. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.